voilà, ça a démarré. Voilà. Je vois que le nombre de participants continue à augmenter, donc on va peut-être attendre un petit peu. Qu'est-ce qu'on dit? On attend Monsieur Chevreul, vous voulez qu'on attende encore un petit peu, 1 ou 2 minutes, hein, ou on se dit qu'on Je vous débute? laisse, je vous laisse seul juge. Je vois que le participant continue un peu à augmenter, mais j'ai le sentiment que ça se stabilise. Donc, je vous propose qu'on commence ce séminaire. On vous remercie à tous de vous être connectés pour assister à ce webinaire qui est organisé par notre partenaire la Matmut, que nous remercions chaleureusement. Donc, il sera animé par Monsieur Chevrel, qui est l'intervenant spécialisé dans les cybermenaces auprès de la Matmut. Donc, je vous souhaite à tous un très bon séminaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser au fil du temps sur le chat. Vous les posez en ligne. Et à la fin de l'intervention, Monsieur Chevrel y répondra, reprendra les différentes questions et y répondra. Voilà. Donc, je vous souhaite à tous une très bonne formation et je passe la parole à Monsieur Chevrel. Merci. Donc bonjour à toutes et tous, je suis Cédric Chevrel, je suis ici aujourd'hui en tant que responsable de la sécurité des systèmes d'information du groupe Matmut, je suis le RSSI Matmut, et je suis également le secrétaire général du CLUSIR Normandie, qui est le club des utilisateurs de la sécurité de l'information régionale, et qui dépend notamment du CLUSIF, qui est sa déclinaison nationale. Alors, pour poursuivre cette présentation, je vais me permettre, je vais couper ma webcam. Ce qui va vous intéresser, hein, ce sont les slides que vous devez sûrement déjà voir à l'écran. N'hésitez pas à intervenir dans le chat, j'essaierai de jeter un coup d'œil si jamais vous entendez mal, si jamais vous voyez mal certaines choses. Allez, hop, on y va. Bon, se prévenir contre les cybermenaces. Alors, l'objectif aujourd'hui, ça va être de vous faire toucher du doigt le contexte international sur la cybersécurité, puis vous donner aussi de meilleurs éléments de lecture, mais également des conseils et ce qu'on appelle dans le jargon les quick wins, les astuces rapides et les indispensables qui vont vous permettre de vous prémunir, en tout cas contre les cybermenaces. Ça ne voudra pas dire qu'à la fin du séminaire, vous serez complètement protégé contre la cybermalveillance, mais je vais quand même essayer de vous donner
certaines idées principales, certaines idées directrices à observer. Alors le contexte actuel, c'est qu'effectivement, depuis plusieurs années, on a une digitalisation croissante de la société. Bon, quelques chiffres que vous connaissez peut-être déjà, hein, c'est que effectivement aujourd'hui, hein, sur 67 millions de Français, hein, le chiffre n'est pas forcément exact, hein, on a 90% qui sont des utilisateurs d'Internet. 60% sont des utilisateurs des médias sociaux. 80% de nos concitoyens possèdent un smartphone et 32% possèdent des tablettes. Donc, on voit aujourd'hui qu'une large partie de la population est concernée. Alors, les cybermenaces. Quelle est l'évaluation de la cybermenace actuellement dans la société? Alors, le graphique que vous voyez à l'écran, il est issu des rapports annuels du Forum économique mondial. Ce qu'on peut voir hein, aujourd'hui, c'est que l'ère du cybercrime, c'est la courbe grise, j'espère que vous la voyez grise, est en pleine expansion. Et ceci depuis 2010. Et a même dépassé, même si on sait tous qu'il y a des conflits actuellement, a même dépassé en termes de dangerosité ce qu'on appelait à l'époque l'ère militaire et de sponsorship des États. Les deux thématiques commencent à se mélanger puisque la cyberguerre est une chose réelle. Alors, vous voyez quelques chiffres intéressants. Ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, le trafic de drogue fait gagner environ 411 milliards par an à ceux qui se donnent à cette discipline. La cybercriminalité, c'est 388 milliards par an. À titre comparatif, les catastrophes naturelles, ça coûte 130 milliards par an aux assureurs. Alors, comme tous les ans, le Forum économique mondial s'intéresse aux principaux risques pouvant peser sur l'économie mondiale. Ce qu'on voit, c'est que la vraisemblance et la sévérité d'une cyberattaque de grande ampleur est supérieure au risque terroriste aujourd'hui. Et que la sévérité potentielle est amplifiée par des vulnérabilités qui sont structurelles. Alors, qu'est-ce qu'on appelle des vulnérabilités structurelles À titre d'exemple, vous avez tous entendu parler du cloud. Vous savez qu'aujourd'hui, on se digitalise davantage dans le cloud que dans nos propres structures. Vous avez deux très gros acteurs mondiaux, les fameux GAFAM, mais pas que, hein, Google, Oracle, Cloud Provider, Microsoft, qui possèdent tous des infrastructures clés et des bases de données clés qui sont toutes au même endroit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, je suis un cybercriminel. Si j'ai besoin de récupérer un grand nombre de données pour aller les revendre ou les exploiter, j'ai plus besoin d'aller attaquer 1000 clients. Je peux attaquer le data center de Google et je suis sûr de trouver en un seul endroit mes 1000 clients. Alors, ce qu'on le disait, le cyber est une classe de risque prédominante et en forte évolution. On voyait qu'en 2019, il était classé 5e risque mondial. On craignait beaucoup à l'époque les catastrophes naturelles, le changement climatique. Vous vous en doutez, en 2020, c'est forcément le risque de crise sanitaire qui est apparu. En 2022, on n'a pas encore les derniers résultats, mais je pense que le conflit ukrainien a fait passer en première place le risque de guerre nucléaire, mais dans ce top 5, on retrouvera systématiquement la thématique cyberattaque. Alors les menaces aujourd'hui, elles sont diversifiées. Et ce que vous voyez à l'écran, ce sont des statistiques. Alors ce sont même plus que des statistiques, ce sont des résultats de sondages. Sondage mené par le Césin, dont je fais partie également, qui est le club des experts de la sécurité de l'information et numérique, qui interroge aujourd'hui l'ensemble des RSSI français, pour savoir un petit peu ce qui se passe dans leur société et où ils évaluent les menaces et les thématiques. Bon, en première place, sans trop de surprise, on voit les fameuses demandes de rançon, les fameux rançongiciels qui, vous l'avez peut-être déjà entendu,
ou MU, sont des attaques qui consistent à s'introduire dans le système d'information de la cible, encrypter les données, c'est-à-dire les chiffrer pour les rendre illisibles, demander une rançon contre l'obtention de la clé de déchiffrement. Aujourd'hui, c'est une pratique qui est extrêmement lucrative et on sait déjà que c'est une pratique qui est observée largement par certains États voyous, hein, parmi lesquels on va pouvoir citer la Corée du Nord, qui a aujourd'hui une branche spécialisée dans la cyberattaque. Ce sont des fonctionnaires qui aujourd'hui attaquent les entités des sociétés occidentales, tout simplement pour gagner de l'argent, hein, puisque le commerce avec la Corée du Nord étant très limité, il faut bien que l'État trouve de l'argent. La cybercriminalité a rapporté à la Corée du Nord l'année dernière environ 2 milliards de dollars. Ça reste une estimation, vous vous en doutez bien. On trouve également les attaques par déni de service. Entendez par là une attaque volumétrique qui va consister à rendre indisponible un site web, un système d'information. Il y a assez peu de demandes de rançon dans ces cas-là, hein. L'objectif est plus de perturber un concurrent ou de perturber une entreprise juste pour le plaisir. Ensuite, les attaques virales générales, les fraudes externes, les défigurations de sites web, hein, c'est-à-dire changer les pages principales des sites web pour aller y apposer un message soit activiste, soit politique, vol aux fuites de données d'information, etc. Ce qu'il faut voir, c'est que 80% des entreprises ont constaté au moins une cyberattaque sur les 12 derniers mois. Je pense que les 20 autres pourcents n'ont soit pas de système informatique, soit n'ont pas vu qu'elles avaient été attaquées. Et 37% des entreprises seulement disposent d'un plan de reprise. Plan de reprise, hein, c'est que se passe-t-il? Comment je continue mon activité si du jour au lendemain, mon informatique ne fonctionne plus? Alors les vecteurs d'attaque, ils sont diversifiés aujourd'hui. Ce que l'on observe, en tout cas, et vous le voyez sur le haut du graphique, c'est que 80% des attaques sont initiées via ce qu'on appelle le phishing ou un spear phishing. Alors, je vais vous expliquer ce que c'est. Le phishing, vous connaissez certainement le contexte. L'objectif, c'est d'envoyer un email à un utilisateur et de l'inciter via ce mail dans lequel je vais me faire passer pour quelqu'un que je ne suis pas, peut-être une banque, peut-être un opérateur Internet, peut-être même un directeur. Essayer d'inciter la cible à effectuer une action qu'elle n'aurait pas entreprise en temps normal. Cliquer sur un lien, aller télécharger un logiciel malveillant. Le spear phishing, ça reste juste une déclinaison, si ce n'est que c'est un phishing ciblé. C'est-à-dire que j'ai d'abord étudié ma cible pour lui envoyer en plus un message qui a du sens pour elle. Parce que je vais me faire passer pour un collègue, parce que je vais me faire passer pour un membre de sa famille, etc. Alors pourquoi est-ce le premier vecteur? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde a une messagerie. Et que pour un cybercriminel, il est beaucoup plus facile d'aller attaquer les 10 000 employés d'une entreprise en leur envoyant à tous un email que d'essayer d'attaquer de façon frontale les systèmes de protection d'une entreprise qui sont certainement très durs à passer, très coûteux et ça prendrait beaucoup de temps. Donc autant attaquer l'humain directement et compter sur la naïveté peut-être des utilisateurs pour les inciter, par exemple, à aller télécharger un cheval de Troie qui me donnera ensuite accès à tout le système d'information. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, on estime qu'environ 3% des utilisateurs se font piéger. Et il suffit d'un utilisateur pour donner l'accès au système d'information à un cybercriminel. Alors, la réalité du terrain, quelle est-elle? Bon, ce que vous voyez à l'écran, représenté par ce bel iceberg, hein, c'est l'Internet. Vous avez sur cette face immergée de l'iceberg ce qu'on appelle le web indexé, qui est représenté par les deux logos, là, le Google et Facebook. Le web indexé, c'est toute la partie d'Internet pour laquelle, en faisant une recherche sur Google, vous allez obtenir un résultat.
C'est-à-dire qu'il a été indexé par des moteurs de recherche et vous pouvez y accéder facilement en faisant justement une recherche sur un moteur de recherche. Et vous voyez que ça représente pas une petite partie, mais qu'une partie mineure d'Internet. En dessous, vous avez ce qu'on appelle le Deep Web. Le Deep Web, c'est quoi? C'est le web qui n'est pas indexé, justement. Le web pour lequel vous ne trouverez pas de résultats sur un moteur de recherche. Ben, vous voyez que la majorité d'Internet aujourd'hui est constituée de sites qui ne sont pas indexés. Alors pourquoi ne pas faire indexer mon site web? Parce que à un moment donné, je ne veux pas que n'importe qui tombe sur ce site web parce que vous le verrez après, je vais profiter de cette facilité d'anonymisation pour opérer, on va dire peut-être des marchés, peut-être des activités qui ne sont pas légales. Dans cette partie Deep Web, on va repérer aussi ce qu'on appelle le Darknet, qui est une sous-partie du Deep Web. Le Darknet, c'est quoi? C'est le Deep Web avec un espace auquel je ne peux accéder que si j'ai un VPN. Et un VPN très très spécifique, c'est le VPN Tor en l'occurrence, vous en avez peut-être déjà entendu parler. C'est une zone de non-droit dans laquelle je vous déconseille de vous rendre, même si en téléchargeant un logiciel, les logiciels gratuits sur Internet, vous pouvez y aller. On y trouve, je dirais, les activités de cybercriminalité les plus dangereuses et les plus inavouables. On estime également que quelqu'un qui se rendrait sur le Darknet, on parlait d'un non-initié avec un ordinateur non protégé, son ordinateur aurait une durée de vie d'environ 1 minute, ce qui est assez peu, avant de se faire infecter ou de se faire complètement effacer, puisque c'est une zone qui est extrêmement surveillée par les cybercriminels. Ils veulent, comme vous vous en doutez, que n'importe qui ne s'introduise pas dans cette partie d'Internet assez privée. Alors, qui trouve-t-on? On y trouve des sites qui vous proposent d'acheter des armes en toute illégalité. Vous le voyez sur la droite également, de faux papiers, pourquoi pas. On y trouve également du service en ligne, mais du service en ligne assez particulier puisqu'il a pour objectif de vous permettre d'attaquer un autre site, une entreprise. Alors ce sont des choses très bien faites. Vous arrivez, vous n'avez aucune connaissance en informatique. Vous allez sur le site, un petit peu comme sur Amazon, vous allez choisir votre plan d'attaque. Vous voyez, c'est très très bien fait. Il y a différents tarifs qui dépendent de la volumétrie, qui dépendent du temps pendant lequel l'attaque sera opérée. Vous mettez votre carte bleue ou vous payez en Bitcoin la plupart du temps. Et vous donnez l'adresse du site à attaquer. Et là, derrière, ce sont des systèmes automatisés qui effectuent l'attaque pour vous et qui vous fournissent même des KPI derrière pour vous expliquer à quel point l'attaque a été fructueuse. Bon, beaucoup de services en ligne russes, mais pas que, asiatiques notamment. Là, ce sont d'autres captures d'écran, d'autres exemples de services en ligne qui vous permettent d'attaquer un concurrent ou en tout cas d'attaquer une société en toute impunité et sans aucune connaissance informatique. Donc il y a une vraie offre de service derrière, il y a une professionnalisation de la cybercriminalité. Voilà, vous voyez, c'est un exemple de KPI. On vous donne à la fin des belles statistiques qui vous expliquent que les attaques, le nombre de requêtes par exemple sur une attaque DDoS de déni de service a été effectué entre telle heure et telle heure, que tant de requêtes ont été envoyées et hop, vous voyez ici un petit creux, c'est la chute, le site web en face ne répond plus, j'ai réussi mon attaque et j'ai réussi à rendre inopérant le site web de mon concurrent. Alors, je vous mets cette belle carte dynamique à l'écran, j'espère que via le webinaire, elle sera aussi dynamique que ce que je peux voir devant moi. Ce que vous voyez ici, c'est du temps réel. Ça représente les attaques en temps réel analysées par un seul éditeur de solutions de sécurité, qui s'appelle en l'occurrence Fortinet, à l'échelle mondiale. Donc vous imaginez des éditeurs
logiciels de cybersécurité, il y en a plein. Ça se compte par centaines aujourd'hui. Et bien là, voilà, celui qui s'appelle Fortinet déjà analyse à son niveau les attaques en temps réel pour les sociétés dotées de ces systèmes de protection. Et vous voyez là ici hein, l'Amérique du Nord qui est extrêmement attaquée, qui attaque un petit peu des pays slaves, etc., etc. Donc à chaque fois qu'il y a un petit trait, hein, quand il est bleu, c'est une attaque mineure, quand c'est orange, c'est une attaque modérée, et quand c'est rouge, ce sont des attaques majeures. Tout ça pour vous faire voir que aujourd'hui, hein, il se passe des choses pendant qu'on discute en temps réel. Des centaines de milliers d'attaques sont opérées chaque seconde de tous les pays du monde vers tous les autres pays du monde. Alors, temps de récupérer ma souris. Là, un autre exemple hein, de site en ligne. Alors, comment ça se traduit chez nous? Ben, il suffit de lire la presse. Hein. On voit aujourd'hui de nombreux articles qui nous expliquent qu'une société a été cyberattaquée. Vous voyez ici la société ASCO. Ici, c'est quoi? C'est la commission scolaire des rives du Saguenay. Alors, je parie que vous ne connaissez pas, mais vous voyez, on attaque des écoles aujourd'hui. On attaque des villes, la Nouvelle-Orléans. Encore ici, la Côte d'Or, ce coup-ci, c'est en France. Le CHU de Rouen, et là je connais bien puisqu'on se trouve à Rouen, hein, le CHU de Rouen, pour la petite histoire, c'est un groupe de cybercriminels russes mandaté par l'État russe qui a attaqué le CHU de Rouen, sauf que ce qui s'est passé réellement à l'origine, c'est que le groupe de cybercriminels russes pensait attaquer l'université de Rouen. Comme vous vous en doutez, hein, les universitaires travaillent aussi au CHU, les boîtes aux lettres sont communes et sans faire exprès, ils ont attaqué un centre hospitalier. Donc, ce que je vais vous dire n'est plus sous le sceau de la confidentialité, puisque ça s'est passé déjà il y a quelques temps, c'était en 2019, hein, mais c'est l'ANSSI et le Quai d'Orsay hein, qui ont dû intervenir à l'époque auprès de leurs homologues russes pour récupérer les clés de désencryption et permettre au CHU de Rouen de récupérer son système d'information. Donc c'est au niveau politique que ça s'est joué. Mais ensuite, ça n'a pas empêché les cybercriminels de continuer à attaquer des hôpitaux. Vous voyez ici, on a 120 hôpitaux du groupe Ramsey qui ont été attaqués en 2021. Les médias, le groupe M6, Airbus, qui pourtant spécialise de la cybersécurité, ben, ils sont attaqués également. Encore un hôpital, Corbeil-Essonnes, vous en avez entendu parler, c'était juste, juste avant la fin 2022. Pareil pour Versailles, c'est très très récent. Le département de Seine-Maritime qui a été... Oui, Excusez-moi, Cédric. Est-ce que vous pourriez oui, décaler un petit peu le micro de votre bouche parce que le son est un peu parasité? ok, très bien, c'est mieux comme ça. Il me semble, mais c'est vrai qu'il faut parler après pour être sûr de bien s'entendre. Mais ça devrait Ça aller mieux, je vous va? pense. Ok. Voilà, Non, mais voilà, merci de me l'avoir dit. ça marche. Merci. Donc, le département de Seine-Maritime qui a subi une attaque de grande ampleur et encore la région normande qui a été attaquée et qui est toujours dans la panade en ce moment hein, puisque le système d'information n'a toujours pas été remonté. Thales, un de nos fleurons de l'armement et de la cybersécurité qui a été aussi attaqué dernièrement. Voilà, on pourrait mettre en évidence beaucoup d'autres exemples, mais vous voyez que on est sur une réalité du terrain, une réalité opérationnelle qu'on touche presque plus que du doigt. Hein. Elle est présente dans l'actualité quotidienne. Et là, je ne parle que de la France. Hein. Bref, maintenant que je vous ai dressé un portrait assez, pas assez noir, mais assez réaliste en fait de ce qui se passe aujourd'hui, hein, on a dépassé la fiction, en tout cas la fiction telle que les films hollywoodiens essayaient de nous la décrire il y a une dizaine d'années. On est bien au-delà de tout ça. On va essayer de prendre un peu de recul et de se dire, mais voilà, moi, à mon niveau, comment est-ce que je peux mettre en place des mesures efficaces et à la limite peu coûteuses pour, pour me protéger un minimum de ces cyberrisques.
Vous n'êtes pas des spécialistes de l'informatique, votre métier est bien ailleurs, et pourtant l'outil informatique est au cœur de votre activité. Alors quelques constats, hein. On sait que la sécurité, elle est souvent encombrante et coûteuse. C'est un peu le fossé autour de ces fameux fossés là autour du château. Ils sont assez incommodes. On parle de firewall, on parle de coffre-fort. Ce sont des solutions qui sont parfois onéreuses et puis surtout qui nécessitent un niveau de spécialisation et un niveau de connaissance suffisant pour être configuré et maintenu correctement. On sait aussi que la sécurité, c'est vraiment parfait. Il y avait Adage qui dit que la sécurité, elle sera jamais fiable à 100% et qu'on pourra jamais se protéger complètement. On sait qu'aujourd'hui, une signature, un manuscrit sur un chèque bancaire, ça peut être falsifié. Mais pourtant, globalement, ça convient assez bien à l'usage courant. Voilà, c'est ces notions-là qu'il faut retenir. Aujourd'hui, on nous demande également de retenir des quantités impressionnantes de mots de passe. Donc, je dirais que l'utilisation du mot de passe, c'est pas quelque chose de satisfaisant, mais sur notre façon d'utiliser cette manière de s'authentifier, en observant quelques bonnes pratiques, on va arriver quand même à limiter fortement les risques. On peut les combiner par ailleurs avec d'autres méthodes d'authentification. Vous avez tout ça par exemple aujourd'hui sur vos téléphones, l'empreinte digitale, la reconnaissance faciale. On voit de plus en plus également des clés d'authentification, un genre de clé USB que vous allez insérer par exemple dans votre ordinateur et qui vont vous servir à vous authentifier. Et tant que quelqu'un ne vous a pas volé cette clé, il ne peut pas s'authentifier à votre place. Voilà, ça fait partie de certaines pratiques qu'on peut assez facilement intégrer au sein de son entreprise pour des sommes toutefois raisonnables. Donc au final, la sécurité, ça dépend de verrous physiques ou informatiques, mais aussi de méthodes pour détecter, pour contrer, pour punir les auteurs. Ça, j'ai un petit peu plus de doutes, mais c'était mieux en le disant, mais également une certaine hygiène informatique qui vous permettent de vous prémunir. Alors on l'a vu, hein, les attaques, elles peuvent être montées à distance, et aujourd'hui elles sont pour la plupart montées à distance, et elles sont montées à partir de zones géographiques qui ne sont pas les nôtres. Donc ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que les lois locales, les lois nationales, elles sont souvent impuissantes. Si une équipe de Russes ou de Coréens du Nord s'amuse à venir vous attaquer, à vous envoyer un crypto ransomware, vous avez beau porter plainte, ça ne vous mènera pas très très loin. Et pourtant, il y a quand même une coopération internationale, mais elle est lente et complexe. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ces attaques aujourd'hui, elles sont très facilement automatisées et souvent menées à grande envergure. Et elles vont toucher très rapidement des cibles partout dans le monde. Gardez quelque chose en tête, c'est que la plupart du temps, les attaquants se fichent pas mal de savoir qui ils attaquent. Voire même par moments, ils ne savent même pas qui ils attaquent. Ils lancent des scans sur Internet, ils repèrent des failles de sécurité, ils repèrent des accès et ensuite ils attaquent. Et ils demandent leur rançon. Vous pouvez être un expert comptable, un hôpital, un EHPAD ou un ministère, peu importe pour eux. L'objectif, c'est de toucher le plus de cibles le plus rapidement possible et d'engranger des sommes le plus rapidement possible également. Donc de fait, ces attaques affectent tous les secteurs d'activité aujourd'hui. Puis bon, Internet c'est facile, les attaquants restent anonymes et l'origine réelle de l'attaque s'avère souvent parfois difficile à établir. Les spécialistes reconnaissent certaines façons de faire, certaines signatures dans le code. Les cybercriminels ont toujours ce défaut de vouloir se mettre en avant. Ils ont parfois un ego assez surdimensionné et il y a toujours quelque part un élément qui nous permet d'identifier le groupe et la nationalité du groupe qui a lancé l'attaque. Bon, les sanctions éventuelles, elles sont franchement pas très dissuasives en ce moment. Alors une attaque ciblée, ça peut se préparer sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Vous voyez ce graphique à l'écran, c'est un cycle traditionnel qui est constitué d'une phase de reconnaissance. On essaie d'abord de repérer si vous êtes faillible.
il y a une compromission initiale qui va être opérée, c'est-à-dire que le cybercriminel va essayer de s'introduire dans votre système d'information, il va faire en sorte d'être le plus discret possible. L'objectif pour lui, c'est que vous ne vous rendiez pas compte qu'il s'est introduit dans votre système d'information. Il va consolider ses accès, donc il va s'assurer que vous ne pouvez pas le chasser. Il va opérer ce qu'on appelle une élévation de privilèges, donc il va s'assurer d'avoir tous les droits sur votre système d'information. Et ensuite, parfois il travaille à plusieurs équipes, il va opérer à des reconnaissances internes, faire des pivots, s'assurer de maintenir ses accès, et ensuite il va réaliser sa mission de cybercriminalité, à savoir peut-être exfiltrer de la donnée, peut-être encrypter de la donnée, c'est très variable. Et au final, s'il le souhaite, si son objectif était juste de voler de la donnée, il va même peut-être partir de votre système d'information sans faire davantage de bruit. Alors, sa finalité, elle peut être directe ou indirecte. Il peut avoir pour objectif d'effectuer des rebonds pour mener d'autres attaques, peut-être chez certains de vos partenaires, ou simplement se servir de votre système d'information pour envoyer du spam à d'autres. Il peut héberger du site web frauduleux sans que vous le sachiez. Il peut construire un réseau de botnets pour mener ensuite des attaques de grande envergure. Alors, ce qu'on appelle les botnets, ce sont des réseaux d'ordinateurs infectés, l'ordinateur de monsieur et madame tout le monde, des ordinateurs présents au sein d'entreprises ou au sein de data centers, qui vont être affectés et former des armées d'ordinateurs zombies, comme on appelle ça. Et à un moment donné, ils vont se servir de ces ordinateurs sur lesquels ils ont pris la main pour lancer des attaques de grande envergure. Et après, réclamer du rançon, faire du chantage, voler de la donnée, des comptes bancaires, des comptes Facebook, etc. Donc on a une notion de parasitage de l'écosystème informatique. Lorsqu'ils vont s'attaquer à l'humain, et c'est là que vous allez commencer à avoir les premiers éléments de lecture et les premiers éléments de sensibilisation via du phishing, donc via des mails frauduleux destinés à vous faire des choses que vous n'auriez pas fait en temps normal. Les cybercriminels vont utiliser des techniques de manipulation de l'être humain. Voilà. L'objectif, c'est de manipuler ces cibles. Donc, ils vont essayer de les intimider. On peut avoir un message qui va induire une certaine pression, une sensation d'urgence ou même de confidence. Ils vont pouvoir utiliser également des rapports hiérarchiques, essayer de déstabiliser les cibles, aussi de le discréditer, même de la menacer. Je vais essayer de le persuader ensuite en l'influençant ou en essayant de le mettre en confiance. Je vais proposer des cadeaux, proposer de la gratuité, des promotions, de la reconnaissance. Voilà, je vais utiliser tous les moyens de manipulation à ma disposition. Et c'est un peu l'histoire du pied dans la porte. Je vais faire une première demande simple, puis une seconde plus coûteuse. Dès lors que je suis arrivé à instaurer une certaine notion de confiance, ça peut arriver, je vais essayer d'aller beaucoup plus loin. Donc gardez ça en tête. Les messages provenant d'expéditeurs, somme toute pas si connus que ça, ou même peut-être inconnus, qui vont essayer de jouer sur les facteurs humains, dites-vous tout de suite qu'il y a anguille sous roche. Alors, ça c'était pour le vecteur mail, mais il y a plusieurs vecteurs d'attaque, la navigation web, les réseaux sociaux qui sont extrêmement utilisés, les périphériques externes, les clés USB. On peut attaquer via des réseaux Wi-Fi, notamment les réseaux Wi-Fi publics qu'on peut trouver dans les McDonald's, les aéroports, la SNCF. Dans les transports, il y a des gens qui sont spécialistes des transports et qui essayent d'espionner ceux qui travaillent dans le train. Il n'y a pas que l'espionnage, ils peuvent essayer aussi de voler du matériel. Il y a l'espionnage qui se fait via téléphone mobile, notamment sur Android, et via les services en ligne gratuits, avec ce vieil adage qui dit que lorsque c'est gratuit, c'est vous le produit.
Alors, dans mon organisation, qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, il faut déjà que vous fixiez les rôles et les responsabilités pour gérer les cyberrisques. Vous avez tous entendu parler du RGPD. Aujourd'hui, la donnée personnelle est au centre de la donnée que l'Union européenne souhaite protéger. Et il y a cette fameuse réglementation sur la protection des données personnelles qui a vu le jour, qui a vu le jour avant 2018, mais en tout cas, les textes sont rentrés en vigueur le 25 mai 2018 de mémoire. Et chaque société se doit aujourd'hui de protéger les données personnelles de ses clients. Mais au sein de votre système d'information, vous devez d'abord identifier ce que vous devez protéger. Très important. Où se trouvent vos données essentielles, où se trouvent vos ordinateurs et serveurs essentiels à la poursuite de votre activité. Vous devez réfléchir à quoi, de quoi vous devez vous protéger. Donc, c'est pas forcément une démarche qu'on a tous l'habitude d'opérer, mais à un moment donné, il faut analyser ces risques. Et analyser ces risques, se dire, mais où sont mes vecteurs d'attaque? Par quel endroit je peux me faire attaquer? Donc, on l'a dit, le mail, mais peut-être avez-vous un serveur qui est exposé sur Internet, mais voilà. Vous devez vous protéger des cyberattaques en provenance d'Internet qui peuvent attaquer de front votre serveur. Donc, il y a cette phase forcément d'analyse de quoi je dois me protéger et qu'est-ce que je dois protéger. Ensuite, comment? Comment? Il y a forcément une notion là-dedans de contrôle parce que je peux mettre en place des outils. C'est très bien. Alors on se dit du jour au lendemain, ça y est, j'ai acheté un antivirus, je suis protégé. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Bon, déjà parce qu'un antivirus est faillible, mais surtout parce qu'il peut se passer des choses si vous n'allez pas voir ce qui se passe. Je dirais que vous vivez heureux et dans l'ignorance, mais jusqu'à ce que le risque majeur se réalise. Donc il faut opérer chez vous des processus de contrôle de vos systèmes de protection et même de vos données, de l'événementiel qui a lieu tous les jours sur votre système d'information. Et derrière, vous devez opérer ce qu'on appelle des revues régulières. Alors, ça peut être des revues annuelles, mais une revue très simple à mettre en œuvre, c'est la revue de vos habilitations. On s'aperçoit aujourd'hui que la grande majorité, si ce n'est pas, je dirais, toutes les sociétés qui se sont fait attaquer l'ont été parce que un compte à privilège non utilisé ou plus utilisé n'avait pas été effacé, avait été emporté par exemple par un prestataire qui était venu opérer l'installation d'un serveur ou d'un logiciel pendant une semaine dans l'établissement, était reparti avec, et c'est ce prestataire qui s'était fait voler par la suite cet identifiant. Ça, c'est quelque chose dont vous ne pouvez pas vous rendre compte. Un cybercriminel a fini par récupérer cet identifiant et de fait s'est introduit dans l'entreprise pour ensuite mener son action de cybercriminalité. Si vous menez à partir de maintenant des revues régulières des comptes et des habilitations que vous mettez en place dans votre entreprise, là je marque annuellement, mais si vous le faites tous les 6 mois, c'est peut-être pas mal aussi, pour supprimer les comptes qui ne sont plus nécessaires, hein, qui n'ont plus de raison d'être, déjà vous éliminez une grosse part du risque. On va pouvoir parler aussi du changement des mots de passe, hein, c'est quelque chose d'important, mais voilà, faites des revues régulières de ce qui n'est plus utile au sein de votre système d'information. On a trop souvent tendance à laisser ça vivre, parce que c'est beaucoup plus commode et on se dit, bon, après tout, ça ne sert plus, ça embête personne, mais si, à un moment donné, ça peut vous être fatal. Donc, ce que font aujourd'hui les entreprises de plus en plus, c'est qu'elles ont une approche qui est menée par la prévention des risques, c'est ce qu'on appelle une approche d'évaluation de la cybersécurité par les risques. Donc, toutes les entreprises aujourd'hui, elles ont en commun un certain nombre de risques qu'il faut traiter par la mise en place de ce qu'on appelle une cyberhygiène de base. Et ensuite de cette cyberhygiène, l'entreprise, on le disait tout à l'heure, doit mettre en place des mesures de sécurité qui sont adaptées et spécifiques à son contexte métier, puis également aux risques qui sont analysés. Et tout l'air de la guerre, ça va être de conserver cet équilibre sur cette balance qui intègre l'ensemble des règles de cyberhygiène de base
cette balance qui va devoir s'équilibrer entre la définition de l'exposition de l'activité et la mise en place des mesures de sécurité. Tout en gardant en tête que ces mesures de sécurité mises en place, il ne faut pas qu'elles vous empêchent non plus de mener à bien vos missions. Alors la cyberhygiène de base, quels sont mes conseils? D'abord, sensibiliser l'ensemble de vos salariés au risque. Mettez en place une charte informatique. Faites des formations. Alors quand je dis des formations, c'est pas forcément envoyer les gens en formation. Mais vous avez aujourd'hui, par exemple sur le site de l'ANSSI, qui est l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, de e-learning. Alors eux, ils appellent ça des MOOC, ça s'écrit M-O-O-C, qui sont en fait oui, on peut appeler ça du e-learning sur la cybersécurité. Ça va adresser, je dirais, la majorité des thématiques liées à la cyber. Il y a des petits questionnaires, c'est très bien fait. Je ne sais même pas s'il n'y a pas un petit diplôme qui est délivré à la fin, mais ça permet de sensibiliser ses salariés. C'est gratuit, donc pourquoi ne pas en profiter? Mais c'est une des premières choses à faire. Former, sensibiliser l'ensemble de vos salariés. Vous pouvez mettre en place une charte d'utilisation informatique, on le disait, ça c'est très important. Mettre en place des règles de sécurité, parce que c'est bien de sensibiliser les salariés, mais de mettre en place des règles où on leur dit, par exemple, votre mot de passe il est confidentiel, ne le partagez pas avec un collègue. C'est mieux en l'écrivant, c'est mieux en le disant. Donc établissez vos règles de sécurité. Bon, on peut parler de sanctions s'il y a des gens qui ne suivent pas ces règles de sécurité, ça reste un outil, mais vous l'avez dit, c'est pas forcément vers des sanctions qu'il faut se diriger. L'autre chose, c'est sauvegarder vos données, c'est hyper important. Tous les jours, sauvegarder l'intégralité de vos données, mais pas n'importe comment. Sauvegardez-les sur des médias que vous allez décorréler de vos systèmes d'information. Pour faire simple, j'ai des lecteurs de bande, je sauvegarde l'ensemble de mes données sur bande, et tous les jours, mes bandes, je les retire du lecteur. Je peux même aller les mettre au coffre en fonction de la taille de ma structure. Et je n'utilise pas tous les jours la même bande, surtout pas. Et surtout, je teste mes sauvegardes, parce que c'est bien les bandes. À un moment donné, ça se démagnétise. On se dit super, j'ai fait mes sauvegardes, et puis le jour où on en a besoin, on s'aperçoit que la bande est complètement démagnétisée. Gardez en tête qu'aujourd'hui, les cybercriminels se sont bien aperçus que les sociétés sauvegardaient. Donc, qu'est-ce qu'elles font? Que font ces cybercriminels? C'est qu'au moment où ils se sont introduits dans les systèmes d'information de leur cible, ils vont en premier lieu, à présent, essayer de prendre la main sur les sauvegardes pour les effacer. En se disant qu'ainsi, la société ne pouvant restaurer ses données, sera obligée de payer la rançon. C'est très astucieux. C'est pour ça que si vous faites des sauvegardes sur bande et que vous sortez ces bandes de votre système d'information, comme les cybercriminels agissent à distance, ils ne pourront pas aller agir sur ces bandes. Et vous aurez toujours un moyen de récupérer vos données et de restaurer votre système d'information. Plan de secours, préparez-vous au pire. Posez-vous la question, comment je fais pour poursuivre mon activité si demain l'ensemble de mon système d'information est détruit? Il faut vous poser la question et vous dire et élaborer un plan d'action en cas de sinistre majeur. Préparez-vous à ça, c'est très important parce que le jour où ça arrive, c'est tellement perturbant on s'aperçoit que les sociétés ne savent pas quoi faire. Et chaque heure, chaque jour d'inactivité, c'est de l'argent perdu. Sécurisez vos communications. Aujourd'hui, les cybercriminels agissent à distance. Donc, on le disait tout à l'heure, ils essayent de vous toucher par la messagerie, par les accès à Internet, mais aussi par les accès à distance que l'on a tous mis en place sur nos postes nomades, sur nos ordinateurs portables, pour pouvoir faire du télétravail. La crise sanitaire nous a imposé ça. Donc, sécurisez via des outils votre messagerie, vos accès à Internet, et sécuriser vos postes nomades en installant par exemple des antivirus, en mettant en place des règles. Effectuez un contrôle des accès, donc assurez-vous que effectivement pour accéder à votre système d'information, vous êtes bien protégé par des mots de passe, mais surtout mettez en place une politique de mot de passe. Une politique de mot de passe, c'est dire voilà, mon mot de passe, il doit être
constitué d'un minimum de 10 ou 12 caractères. Il doit avoir un niveau de complexité, c'est-à-dire que je suis obligé d'utiliser des minuscules, des majuscules, des caractères spéciaux, chiffres, lettres. Et en plus de ça, je n'autorise pas, par exemple, la réutilisation de tout ou partie du logging dans mon mot de passe. Protéger même davantage les comptes à privilèges, donc les comptes d'administration de vos systèmes d'information. C'est plus de 12 caractères, c'est peut-être 16. Et je suis obligé d'en changer tous les 3 mois, pendant qu'un mot de passe additionnel, j'en change peut-être tous les 6 mois. Gérer absolument les patchs de sécurité. Aujourd'hui, ça c'est devenu une vraie plaie. Les failles de sécurité, il y en a des nouvelles qui sortent tous les jours. Donc, essayez de mettre en place, gérer un patching mensuel de vos postes de travail et de vos serveurs. On parle bien des fameux patchs Microsoft qui sortent tous les mois. Bon, on l'a dit également, c'est protection anti-malware. Mettez en place un antivirus, protégez vos serveurs et votre réseau. Et surtout, gérez vos incidents. Définissez dès à présent des procédures d'escalade par qui je vais me faire aider en cas d'incident majeur. Ça peut être l'adresse d'une société, hein, ça peut être des ressources internes. Et sachez mettre en place des alertes pour les incidents les plus critiques, notamment auprès de vos clients et aussi auprès des institutions telles que la CNIL, hein, parce que si vous observez une fuite d'informations, vous aurez des déclarations à faire. Et ceci dans un délai de 36 heures, donc c'est relativement court. Voilà pour les quelques conseils que je pouvais vous donner. Alors forcément, c'est pas exhaustif, ça vous donne des pistes. Il est bien entendu hein, que pour aller beaucoup plus loin, il faudrait y passer davantage de temps. Ce que je peux vous inviter à faire maintenant, c'est à poser vos questions. Je les relirai à voix haute pour que vous puissiez tous en profiter et je ferai de mon mieux pour y répondre. Hop là. Alors pour ma part, pour l'instant, je ne vois aucune question. Je ne sais pas si j'ai une bonne visibilité de la partie chat. Alors, hop, si, ça y est, je les vois arriver en fait. Je suis désolé, l'affichage est tellement petit que... Alors, comment je remonte sur la question? Excusez-moi, je suis en train un petit peu de me battre avec l'affichage, qui n'est pas si évident que ça. Tac, tac. Alors, je sais pas au niveau des organisateurs si vous pouvez me donner un coup de main parce que j'ai des questions, mais là je n'arrive pas à les lire. Elles sont passées très Alors, très vite au niveau de la oui, partie questions et maintenant j'arrive pas à retourner dessus. je suis en ligne. Alors, je vais vous lire la question. Il y Ouais. avait les assurances sont-elles efficaces? Alors les assurances sont-elles efficaces? Le sujet cyberassurance, c'est un sujet qui est devenu complexe. Aujourd'hui, vous avez plusieurs, enfin,
un nombre pas si conséquent que ça d'acteurs du marché qui proposent de la cyberassurance sont notamment des acteurs américains, comme la Chubb ou AIG, mais parmi les Français, on repère aussi AXA. À une époque, et quand je parle d'il y a une époque, c'est qu'il y a encore 2-3 ans, les cyberassureurs cherchaient à revendre de façon assez massive leurs contrats de cyberassurance et vous pouviez quasiment souscrire en ligne, hein, juste en donnant votre nom, votre prénom et votre adresse. Il y avait un petit questionnaire, mais vous voyez, c'était un questionnaire assez léger. Le cyberrisque, enfin les cyberrisques et surtout les risques de crypto-ransomware s'étant, on va dire, largement démocratisés, les cyberassureurs sont devenus assez frileux. Alors, je vais répondre déjà maintenant à une partie de la question. Oui, les cyberassurances sont efficaces. Elles sont efficaces, mais maintenant, pour y souscrire, il faut vraiment monter patte blanche. J'ai eu déjà 3 cas à traiter avec des filiales du groupe cette année, hein. On se retrouve maintenant face à des questionnaires qui sont d'un niveau très, très élevé. Et on s'aperçoit que les cyberassureurs demandent à leurs prospects, hein, ou à leurs clients d'observer une hygiène de cybersécurité qui est quasiment irréprochable et d'avoir mis en place des mesures de sécurité qui relèvent d'une maturité importante en termes de cybersécurité. Ce qui fait que sur les contrats qui couvrent le plus de choses, on se retrouve aujourd'hui avec une quasi-exclusion des petites structures qui ne peuvent pas se permettre de toute façon d'investir autant en cybersécurité pour répondre au degré d'exigence des cyberassureurs. Voilà. Alors ça ne veut pas dire que vous n'allez pas pouvoir vous assurer, ça veut dire que à un moment donné, le contrat super intéressant qui offrait plein de garanties intéressantes, peut-être que ces garanties ne seront pas aussi bonnes avec votre niveau de maturité. Ah, Voilà. excusez-moi, Cédric, j'ai pas mal de questions qui avancent. Est-ce que vous avez des exemples de procédures? Alors, de procédures, je ne sais pas trop en termes de procédures, je pense de sécurité. Lorsqu'on se fait attaquer, je pense que. Est-ce que vous avez des exemples de procédures particulières? Ouais. Alors, je crois deviner la question. Je me fais attaquer, qu'est-ce que je dois faire, quoi. Surtout si je ne suis pas spécialiste de l'informatique. Je vais essayer d'y répondre rapidement. Petit 1, vous avez un contrat de cyberassurance. Et là, dans votre contrat, est prévue l'intervention d'une équipe de spécialistes qui vient vous aider. C'est un des avantages de la cyberassurance. Petit 2, vous avez déjà référencé, et c'est pour ça que je vous disais de vous y préparer, vous avez déjà référencé un acteur sur le marché, ça peut être Orange Cyberdéfense, ça peut être une société informatique du coin, qui peut venir vous aider en cas de problème. Prenez ces informations-là, prenez ces références et notez-les en amont, parce que le jour où vous allez avoir un souci, vous aurez beaucoup plus de facilité à appeler rapidement des gens que vous connaissez déjà, avec qui vous avez peut-être déjà pris contact, ou en tout cas que vous avez référencé. Mais faites-vous aider. Après, si vous avez des spécialistes de l'informatique chez vous, la démarche reste la même, hein. Sauf que vous aurez déjà une équipe qui pourra faire une première analyse. Ensuite, je me fais cyberattaquer, hein. Une des premières choses à faire, c'est peut-être de couper son système d'information avant que le pire n'arrive, d'appeler quelqu'un pour venir se faire aider, qui puisse vous aider à redémarrer correctement votre système d'information et faire en sorte de limiter les dégâts. Mais dans le doute, arrêtez votre système d'information et faites-vous aider rapidement. D'accord. Alors, je pense que c'est clair. Du coup, j'ai une autre question sur les données médicales volées sont-elles une source importante de gains? Oui, aujourd'hui, toutes les données sont source de gains. Toutes, toutes, toutes. Alors, les données médicales encore plus, mais votre nom, votre prénom, votre date d'anniversaire, tout se revend. Tout. Gardez ça en tête, hein. Chaque donnée a aujourd'hui de la valeur sur Internet et c'est la volumétrie qui fait la richesse des cybercriminels. Et gardez bien aussi en tête que les acheteurs de ces données ne sont pas d'autres cybercriminels, ce sont des entreprises. D'accord. Alors, savez-vous si des matrices de risque cybersécurité sont en libre accès? Dans l'affirmative, où pourrions-nous trouver des modèles?
le site de l'ANSSI. Donc l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Je crois que leur site c'est anssi.gouv.fr. Retenez pas, en faisant une recherche sur Google, vous allez avoir tout ce qu'il faut. Vous y allez et vous allez trouver peut-être même trop de choses. Donc il y a un moteur de recherche qui est très bien fait. Allez sur le site de l'ANSSI, c'est vraiment un très bon point de départ. Et l'ANSSI référence même des sociétés spécialisées en cybersécurité par spécialité qui sont agréées par le ministère de l'Intérieur. Donc le site de l'ANSSI, c'est une très bonne source d'information. Vous trouverez même des guides de bonne pratique dedans. Alors, j'essaierai de trouver de vous mettre le lien particulier justement pour en référence. Du coup, attendez, je regarde je cherche dans les autres questions. Est-ce que les attaques auprès d'hôpitaux ont... Ah, excusez-moi. Allez-y. Ouais, non, la question, j'ai relu, j'ai du mal à lire la question. Attendez, je vais retrouver un peu. C'est pareil, je vais démêler un petit peu parce que j'en ai eu beaucoup en fait. Tout est arrivé en même temps. Et oui, Donc, c'est pour ça il faut le temps de les saisir, les questions. vous arrivez à les voir aussi, Cédric, ou... Eh ben, écoutez, c'est assez bizarre. Je vois celle sur les 2D médicales. Et puis, je vois beaucoup J'en de ai gens une aussi qui qui m'a disaient, l'air bien de Christelle Milan. Quelles sont les préconisations lorsqu'un serveur est accessible via un VPN? C'est très lorsqu'un serveur technique. est accessible via VPN. Ouais. Alors, le VPN, hein, c'est un réseau privé virtuel. Ça permet de privatiser une connexion de chez soi à un serveur de l'entreprise. Donc, déjà, de mettre en place un VPN, c'est super parce que si j'ai mis ça en place, ça veut dire que mon serveur n'est pas accessible par tout à chacun depuis l'extérieur. Ce que je vous conseille de faire, hein, c'est que cet accès VPN, vous le sécurisez avec une authentification multifacteur. C'est ce dont on parlait tout à l'heure. Donc ça va dépendre beaucoup de la solution VPN que vous utilisez. Mais l'idée, c'est quoi? C'est de dire, je vais faire en sorte que cet accès VPN ne soit opérable que depuis un matériel que je possède. C'est ça qui est important aujourd'hui. C'est d'être capable de dire, voilà, du jour au lendemain, personne ne peut venir se connecter à mon VPN à ma place dès lors qu'ils ne m'ont pas volé soit mon téléphone, soit mon ordinateur portable, soit la petite clé USB biométrique que j'ai dans ma poche. Donc mettez en place une authentification à double facteur. Et si vous pouvez en plus l'associer à un matériel, c'est formidable parce que le matériel, tant que vous l'avez, personne ne peut se connecter à votre place. Alors, je crois avoir compris, est tombé sur la fameuse question qui est la suivante. Est-ce que les attaques auprès d'hôpitaux ont pour réel but de voler des données ou est-ce que c'est pour demander une rançon? Alors les deux. Les deux. Ce qu'on voit aujourd'hui, hein, beaucoup, enfin, la majorité des attaques qui sont opérées contre les hôpitaux français sont menées par des groupes d'activistes russes. Et je voyais l'autre fois un reportage sur un de ces activistes repentis qui a même maintenant ouvert une société de cybersécurité. Hein. Il expliquait un peu le contexte. Aujourd'hui, l'État russe laisse tranquille ces groupes d'activistes dès lors qu'ils n'attaquent que des sociétés occidentales. En fait, la consigne, c'est ça. Vous ne serez jamais poursuivi par la justice, mais venez pas attaquer les Russes. Donc, ce que font ces groupes d'activistes russes, enfin des groupes de cybercriminels russes, parce que je pense qu'activiste, c'est vraiment un mauvais mot, ce ne sont pas des activistes, ce sont des gens qui sont attirés par l'appât du gain. Ils scannent, comme je le disais tout à l'heure, ils scannent, ils repèrent les failles, ils attaquent, et puis peu importe qui ils ont en face. L'objectif pour eux, c'est de gagner de l'argent le plus rapidement possible pour aller s'acheter des belles voitures, aller s'acheter de la drogue, aller s'acheter une belle maison, etc., etc. Et je vous assure, hein, on se croirait vraiment dans un mauvais feuilleton de série Z. Dans le reportage qui a été diffusé l'autre fois, on voyait les gars témoigner et le mec disait, bah voilà, on gagnait beaucoup d'argent, on faisait la fête le soir. L'objectif, c'était de gagner de l'argent le plus vite possible. L'État russe nous foutait la paix et on se foutait complètement de savoir si on avait attaqué un hôpital et s'il y avait des morts derrière. Voilà. C'est extrêmement cynique comme approche, mais c'est la réalité du terrain.
Et sur les attaques émanant d'Asie, hein, c'est à peu près la même chose. Donc pour eux, voler des données, oui, parce que je les revends puis je me fais de l'argent. Demander une rançon, bah oui aussi, parce que je me fais de l'argent. L'objectif principal, la plupart du temps, c'est de se faire de l'argent le plus vite possible. Cédric, moi je pense que là il n'y a plus trop d'autres questions qui enchaînent. J'ai vu que effectivement en termes de support pour les participants, vous allez recevoir un email avec le lien du support. Donc pas d'inquiétude là-dessus. Et il y aura un replay aussi également qui sera fait de la visio, qui vous sera envoyé par email à la fin de la conférence. Voilà. Cédric, je vous laisse peut-être clôturer. Je vois qu'il est midi, donc à moins que... Ah, Et je vois une je vais- petite je dernière. vais- Allez-y. Pouvez-vous nous redonner le nom du site de... Ah, c'est de l'ANSSI, c'est ça? C'est ANSSI, l'ANSSI, l'ANSSI, c'est L-A-N? ANS, non, ANSSI, Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. A-N-S-S-I. S- Ouais. Voilà, je vais essayer de le remettre dans le Je vais attendre chat de regarder que tout le monde puisse le si je voir. peux aller, dessus en Ah, direct. Voilà. Ah oui, hop, je peux vous le mettre à l'écran. Vous allez voir. Hop là. parfait. Voilà. En fait, c'est ssi.gouv.fr et vous trouverez sur ce site mais vraiment beaucoup de choses. Je vous disais, des bonnes pratiques, des livres blancs, des accès à des e-learning, de la réglementation également. Voilà. D'accord, très bien. Parfait. Ça Ils font du bon marche. boulot. C'est important. Bon ben, pour le mot de la fin, merci pour votre attention en tout cas, puis bon appétit. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne continuation. Merci pour votre participation. Et voilà, et les supports vont bientôt arriver. Et puis, je vous remercie, Cédric, pour votre intervention. Avec plaisir. Merci. Au revoir à Au tous. revoir.